Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième conférence de la série Finances personnelles organisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ce projet est possible grâce à la Banque Desjardins et la Fondation de BAMQ. Je m'appelle Gabrielle Sirois et je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter M. Simon-Pierre Rioux, qui est le président et le fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bien que les voitures électriques soient de plus en plus abordables, il reste que c'est un gros achat. Donc, on a voulu inviter un spécialiste dans ce domaine qui peut nous éclairer sur ce qu'implique leur conduite au quotidien, ainsi que leurs besoins en matière d'énergie, entre autres. Les mythes et réalités abordées ce soir vont vous permettre de faire de meilleurs choix de consommation dans le futur. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité, M. Rioux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'y vais. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent parmi nous ce soir. Je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose de super intéressant sur les véhicules électriques, sur tout ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années. On va discuter de qu'est-ce qu'un véhicule électrique, savoir quels sont les avantages de rouler électrique, d'avoir une plaque verte. On va parler des bornes de recharge, on va parler de plein de sujets. Ne vous en faites pas si jamais ça passe un peu trop vite. Vous pouvez poser des questions. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre, rendre ça un petit peu plus interactif. C'est plus agréable dans ce temps-là. Également, tout tout ce dont on va discuter aujourd'hui est disponible sur nos guides en ligne au www.aveq.ca. Donc, c'est là où vous pouvez avoir encore plus d'informations. Donc, avant de débuter, il faudrait peut-être savoir c'est quoi une voiture électrique, parce qu'on entend beaucoup parler, puis on se dit, est-ce que c'est une hybride branchable? Est-ce que c'est une hybride? Est-ce qu'il faut que ça soit 100% électrique? Qu'est-ce qu'un véhicule électrique? Ben, c'est un véhicule qui doit pouvoir se brancher. Donc, il doit y avoir un port de recharge à quelque part au niveau de la voiture pour qu'on puisse euh, mettre une recharge au niveau du véhicule pour remplir la batterie d'électrons. S'il n'y a aucun port de recharge, on ne peut pas brancher le véhicule. Dans ce temps-là, c'est une voiture hybride bien standard comme une Toyota Prius qui est très connue. Mais c'est ça, avec une Prius, on peut seulement qu'emmagasiner de l'énergie en freinant. Donc, l'énergie cinétique du véhicule permet d'être accumulée dans la batterie. Puis après ça, quand on est à un arrêt complet, lorsqu'on repart, l'énergie qui a été accumulée nous permet de rouler électrique pendant quelques mètres, des fois quelques kilomètres, pour pouvoir continuer notre route. Mais la plupart du temps, on utilise le moteur à essence pour pouvoir rouler. Donc, il y a trois types de véhicules électriques. Il y a les 100% électriques, les électriques à autonomie prolongée et les hybrides rechargeables. Les plus connus dans ces catégories-là, mais il y a la Nissan Leaf qui est une 100% électrique. Il y a aussi la Hyundai Kona. Ford fait la Focus qui est 100% électrique. Il y a les Tesla, bien sûr, les Tesla, voitures de Californie qui ont inondé le marché depuis plusieurs années, la Kia Soul, etc. Alors que dans les électriques à autonomie prolongée, ce qu'on retrouve surtout la Chevrolet Volt, qui était un véhicule très populaire au Québec, qui n'est plus vendu présentement. Il y a la fourgonnette Chrysler Pacifica aussi qui existe. Sinon, des hybrides rechargeables, on retrouve quand même une bonne quantité de véhicules dans cette catégorie-là qui permet de rouler quelques kilomètres électriques. La Prius branchable, la Audi A3, les Mini Cooper aussi, on peut les retrouver en modèle branchable et aussi en modèle 100% électrique, Kia Optima, etc. Donc, quels sont les types de véhicules électriques? On va parler maintenant en plus grand détail quels sont ces véhicules-là, puis qu'est-ce qui les différencie les uns des autres. Véhicule 100% électrique, mais ça fonctionne avec de l'électricité uniquement. Il n'y a aucun endroit où on peut mettre de l'essence. On se débrouille seulement avec des électrons. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a de l'énergie qui est entreposée dans la batterie. L'énergie dans la batterie provient soit d'une borne de recharge qui a permis de faire pénétrer les électrons dans la batterie, ou bien par le freinage régénératif. Donc, comme je parlais pour les véhicules hybrides, lorsqu'on freine, l'énergie cinétique est transformée par le moteur
en électricité, donc un peu comme une petite génératrice, et qui après ça, ou une dynamo, qui après ça est entreposée dans la batterie, puis après ça, on réutilise cette électricité-là. C'est pas du un pour un par contre. Donc, si on a freiné pendant 1 kilomètre de temps, on n'aura pas 1 kilomètre d'électricité pour avancer. On va peut-être en avoir 400 ou 500 mètres. Donc, c'est pas l'électricité gratuite. On peut pas seulement presser sur le frein et sur l'accélérateur en même temps pour avoir de l'énergie en continu. Ça fonctionne pas comme ça. Les véhicules maintenant, à partir de 2019, on a vu des véhicules qui offraient plus de 385 km d'autonomie. À partir de 2021, c'est vraiment impressionnant. On en est rendu à plus de 414 km d'autonomie sur la majorité des modèles 2021 qui sont 100% électriques. Ça, c'est lorsque vous choisissez la grosse batterie. Souvent, maintenant, les manufacturiers vous offrent la chance de faire le choix et de choisir entre une plus petite batterie ou une plus grosse batterie. Une plus petite batterie qui va vous donner environ 250 km d'autonomie versus la plus grosse qui va vous offrir plus de 400 km d'autonomie. Donc ça, c'est un véhicule 100% électrique. C'est vraiment simple. Il y a un moteur, il y a une batterie, il y a des roues, il y a un ordinateur de bord et on va de l'avant. Véhicule qui est très simple, donc très simple d'entretien également. Les électriques à autonomie prolongée, il n'y en a pas beaucoup dans cette catégorie-là. C'est des véhicules qui offrent les bienfaits de l'électricité, mais qui offrent également les avantages d'un petit moteur pour recharger la batterie. Donc, une petite génératrice à essence, ce n'est pas un moteur de pleine grandeur. Cette génératrice-là peut fournir un peu d'énergie aux roues également, surtout à haute vitesse. Sinon, l'énergie qui est créée est transférée au moteur au moteur électrique qui peut après ça créer de l'électricité puis l'entreposer dans une batterie qui va vous donner entre 80 et 200 km d'autonomie pour certains des véhicules. Donc, ça fonctionne quand même assez bien, mais c'est plus complexe. L'énergie de la batterie peut aller directement aux roues. Le plein d'essence lui-même, on peut pas mettre beaucoup d'essence dans le véhicule. On parle d'environ 25 litres d'essence qu'on peut entreposer seulement. Donc, c'est pas fait pour rouler des longues distances avec de l'essence uniquement. Il faut recharger ce véhicule-là. Alors, pour les hybrides rechargeables, ben, c'est assez simple. C'est un très petit moteur électrique. Il y a un gros moteur à essence qui donne la majorité de l'énergie aux roues pour avancer. Le moteur électrique est là surtout pour rouler sous une certaine vitesse. Souvent, on va parler de moins de 60 km/h, puis aussitôt qu'on roule plus vite que ça, c'est le moteur à essence qui va embarquer. Petite batterie qui offre entre 10 et 40 km d'autonomie. À qui ça pourrait s'adresser, ces véhicules-là? Ben, des gens qui font très peu de distance, donc partir de la maison puis aller au travail, puis après ça revenir, ça rentre à l'intérieur de cette autonomie-là de 10 à 40 km. Sinon, le reste du temps, ben, on roule à l'essence. Souvent, le chargeur embarqué aussi ne permet pas de recharger la batterie aussi rapidement qu'on pourrait l'espérer. Donc, ça, c'est les trois catégories. Il y a des gens qui se disent, ben, 100% électrique, si je regarde ça un petit peu, ça pourrait bien fonctionner selon le kilométrage que je fais quotidiennement et aussi pendant les fins de semaine lorsque je me déplace pour faire des plus longues distances. Il y a d'autres personnes qui disent, ah non, je vais trop souvent faire des très longues distances. On parle de 300, 400, 500 km d'autonomie qui sont nécessaires. Dans ce temps-là, il faut essayer de calculer un petit peu, voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est plus avantageux pour son porte-monnaie. Donc là, disons que vous avez décidé, vous choisissez un véhicule 100% électrique ou un hybride rechargeable. Vous dites, parfait, je suis branché, je m'en vais chez le concessionnaire, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Vous allez tout de suite remarquer que les véhicules électriques sont plus dispendieux que leurs compères à essence. On parle d'un surcoût entre 13 et 15 000 des fois un petit peu plus, selon la catégorie de véhicule, si c'est un véhicule de luxe ou non. Donc, je vous rassure, heureusement, on a des incitatifs gouvernementaux pour ça, pour pallier au surcoût du véhicule électrique. Le gouvernement provincial offre un 8 000 de rabais sur un véhicule 100% électrique, alors que le fédéral offre un incitatif de 5 000 Maintenant, ça, c'est avec une valeur maximale de 60 000 au provincial et de base à 45 000 au fédéral.
Ce que ça signifie, c'est que si vous choisissez un véhicule électrique, par exemple une Chevrolet Bolt, puis vous prenez le véhicule de base qui est à 44 950 provincial, fédéral, vous avez le 13 000 en tout. Si vous choisissez la Chevrolet Bolt Premium qui se vend à 54 000 puisque le véhicule de base se vend moins de 45 000 vous avez quand même accès aux 5 000 complets du fédéral, alors que pour le provincial, vu que c'est en bas de 60 000, vous avez aussi accès aux 8 000 Si vous choisissez une Tesla Model 3 maintenant, vous allez voir que le véhicule de base est disponible sous 45 000 mais ils ne veulent pas vous le vendre parce qu'ils l'ont euh, modifié, ils l'ont bidouillé au niveau logiciel afin de ne pas offrir plus de 150 km d'autonomie. Ils ne veulent pas vous vendre ce véhicule-là, ils veulent seulement offrir un véhicule sur le marché qui est en bas de 45 000 afin de vous offrir l'incitatif au niveau fédéral. Donc, le véhicule va se vendre 55 000 il va être, vous allez avoir accès à l'incitatif fédéral et provincial. Si vous voulez maintenant le véhicule qui est en tout roue, all-wheel drive, les roues, le rouage intégral. Voilà, ça c'est le bon terme en français. Donc, quand il y a le rouage intégral, le véhicule, je crois, est 70 000 donc vous n'avez pas droit ni à l'incitatif provincial ni à l'incitatif fédéral. Donc, c'est des choses qu'il faut vérifier avant. Les véhicules usagés également ont droit à un incitatif de 4 000 Ça, c'est des véhicules qu'on peut acheter uniquement chez le concessionnaire. Si vous achetez un véhicule ailleurs, donc directement d'un particulier, souvent le prix va être ajusté à la baisse si tu as acheté d'un particulier pour que ça donne environ le même prix en bout de ligne. Ce qu'on offre aussi chez le concessionnaire, c'est qu'il y a une petite garantie sur le véhicule. La plupart du temps, quand vous achetez un véhicule usagé comme ça, la garantie de 8 ans ou 160 000 km est loin d'être complètement prise. Donc, il vous reste encore plusieurs années et plusieurs kilomètres pour profiter du véhicule en toute tranquillité d'esprit, parce que c'est des véhicules qui durent très longtemps. Les électriques à autonomie prolongée, maintenant, pour avoir accès aux 13 000 total, il faut qu'il y ait une batterie au minimum de 16 kWh, ce qui offre environ, excusez-moi, environ 75 km d'autonomie, une batterie de cette grosseur-là. Alors que lorsqu'on parle d'une batterie de 60 kWh, elle va offrir environ 385 km d'autonomie. Et puis, le dernier groupe, les hybrides rechargeables, l'incitatif est beaucoup plus petit. On parle au total de 6 500 d'incitatif. Il n'y a pas d'incitatif pour les véhicules usagés à ce niveau-là. Pourquoi il y a un plus petit incitatif? C'est que la batterie vous permet de moins faire de kilométrage 100% électrique. Donc, vous allez surtout rouler à l'essence et vous allez continuer à polluer. Puis, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se débarrasser de tous les véhicules polluants de nos routes pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, s'assurer qu'on va avoir une planète bien propre et bien verte pour les générations à venir. Donc, c'est pour ça qu'on offre un incitatif plus important pour un véhicule 100% électrique. Si vous regardez aussi dans le bas de l'écran, en bas à gauche, vous allez remarquer qu'il y a une petite moto parce qu'ici au Québec, on est chanceux, on a aussi un incitatif de 2 000 sur les motos 100% électriques parce qu'il n'y en a pas des hybrides branchables. Donc, ça, c'est super intéressant pour les gens qui font de la moto et qui veulent aussi rendre leur déplacement plus écologique. Donc, ça, c'est pas mal l'information pour les incitatifs. Dernière chose à savoir, c'est autant pour l'achat ou pour la location. La location doit être d'un minimum de 4 ans. Puis quand on enlève le coût ou l'incitatif, c'est après les taxes. Donc, disons que j'ai un véhicule à 20 000 plus 15 on va dire ça fait 23 000 moins le 13 000 directement. Il y a un incitatif pour des scooters électriques de 500 Il n'y a pas d'incitatif pour les vélos électriques. Je sais qu'il y a certains regroupements qui travaillent là-dessus en ce moment pour offrir peut-être un petit quelque chose. Prendre aussi, ce qu'on désire également, c'est qu'il y ait un transport actif, que les gens bougent un peu, pas seulement assis dans une voiture. On veut éviter l'auto solo le plus possible, mais quand les gens n'ont pas le choix, n'ont pas accès à des transports en commun ou ils n'ont pas accès à des transports
actif parce que les distances sont trop longues, bien dans ce temps-là, on a la voiture électrique qui est le meilleur choix. Maintenant, là, vous vous dites, parfait, là, je sais ce que je veux, j'ai un incitatif, super, je suis très content. Vous allez chez le concessionnaire, puis peut-être que vous aurez des bonnes surprises, peut-être que vous n'aurez pas des très bonnes surprises. Moi, en 2013, quand j'ai acheté ma première voiture électrique, une Nissan Leaf, on m'a dit, super, signe ici, on ne peut pas te la faire essayer parce qu'on en a plus. On les a tous prévendus. Et si tu veux pouvoir l'essayer, ben c'est lorsque tu vas venir la chercher après l'avoir payée que tu pourras l'essayer. Je n'ai pas trouvé ça super intéressant de payer une voiture 45 000 et de ne pas pouvoir l'essayer avant. C'était vraiment un coup de folie, disons, de se dire, bon, mais je vais acheter une voiture 100% électrique sans l'avoir conduit, sans savoir si je vais être bien, si je vais être confortable dans le véhicule même, et de la payer, puis après ça, de partir avec, puis pour la première fois, de l'essayer. Je me suis dit aussi, c'était peut-être pas une super bonne façon de vendre un véhicule pour monsieur et madame tout le monde. C'est pas tout le monde qui pourrait être aussi passionné que moi par des véhicules électriques. Donc, on a mis beaucoup de pression sur le gouvernement pour qu'ils adoptent une norme zéro émission afin de s'assurer qu'il y ait de la disponibilité chez les concessionnaires. Parce qu'en ce moment, c'est possible que vous ayez besoin d'être sur une liste d'attente. Donc, si vous n'avez pas prévu les choses à l'avance, on va peut-être vous dire qu'il n'y a pas de véhicule disponible avant quelques semaines ou même plusieurs mois. On a déjà eu des listes d'attente jusqu'à 1 an pour la Volkswagen Golf, qui est 100% électrique, super véhicule. Mais dans ce temps-là, c'est une possibilité. Là, maintenant, Volkswagen a fait un effort surhumain pour essayer de diminuer les listes d'attente. Chevrolet Bolt, il y en a pas mal toujours en inventaire. Nissan Leaf aussi. Les Tesla, ben, ils sont commandés par Internet. On vous les livre soit au concessionnaire ou à la maison. Puis ça, c'est toujours peut-être 1 ou 2 semaines d'attente pour que le véhicule soit fabriqué et sorte fraîchement de l'usine en Californie. Sinon, pour les autres, les Coréens, Japonais, je pourrais vous dire, allez faire un petit tour chez le concessionnaire pour voir combien de temps ça va prendre. Je vois une question ici pour l'hiver. On va en parler plus tard de l'hiver. Donc, le norme zéro émission, c'était vraiment pour s'assurer d'une disponibilité chez les concessionnaires, pour s'offrir un bon inventaire puis mettre de la pression sur le prix. Pourquoi? Mais c'est que la norme zéro émission s'assure que les manufacturiers vont offrir un minimum de véhicules par année. S'ils n'offrent pas le minimum requis par la loi, dans ce temps-là, ils doivent payer des pénalités. On parle jusqu'à 20 000 par véhicule non vendu. Dans ce temps-là, je pense que les concessionnaires et les manufacturiers vont vouloir, vers la fin de l'année, s'ils savent qu'ils n'ont pas atteint leur quota, ils vont essayer de diminuer le prix, faire des belles ventes pour vous offrir des beaux rabais. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parce que puisqu'ils offrent seulement le minimum requis, les véhicules sont tous vendus, puis ça n'a jamais mis de pression sur les prix. Rarement, les concessionnaires vont baisser les prix des véhicules parce qu'ils savent que si vous ne l'achetez pas, il y a une autre personne qui va l'acheter. C'est comme ça en ce moment. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, les véhicules se vendent pas mal au prix suggéré par le manufacturier. Donc, là, vous avez choisi votre véhicule, puis vous dites, j'aimerais ça avoir une belle plaque verte comme tous les autres. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça, mais il y a des plaques vertes sur les véhicules qui sont électriques, soit les 100% électriques ou les hybrides rechargeables, tous les types de véhicules. En fait, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête avec ça. C'est le concessionnaire qui va s'en occuper, qui va vous mettre une belle plaque comme ça. Ce que ça permet, cette plaque-là, ça permet d'avoir certains avantages sociaux. Donc, ça permet de rouler dans les voies réservées, d'avoir accès à des péages gratuitement, d'aller sur les traversiers et certains stationnements gratuits. Voici les détails avant de vous faire avoir et d'avoir des contraventions. Parce que je reçois toujours des courriels régulièrement des gens qui me disent « Écoute, je ne comprends pas, j'ai roulé dans une voie réservée, la police m'a arrêté, il m'a donné 300 $ d'amende. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une voiture électrique, j'ai le droit de rouler partout. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il faut absolument qu'on retrouve le logo de la voiture électrique dans le sigle pour les voies réservées. Si ce n'est pas là,
vous n'avez pas le droit de rouler dans la voie réservée. C'est réservé aux taxis et aux autobus. Donc, assurez-vous avant de prendre une voie. Puis, il n'y en a pas tant que ça. De toute façon, il y en a dans la région de Québec, il y en a dans la région de Montréal, Laval et la rive sud de Montréal, mais c'est pas mal tout. Même chose pour les péages sur l'autoroute A25 et la A30 sur la rive sud de Montréal en direction de Ottawa. C'est pas parce que vous avez une plaque verte que vous allez pouvoir rouler. Il faut absolument avoir le transpondeur gratuit pour les véhicules électriques. Vous pouvez appliquer directement sur le site web de A25 et le site web de A30 Express afin d'obtenir le transpondeur requis que vous appliquez par vous-même dans votre pare-brise. Puis après ça, ben, vous allez pouvoir passer gratuitement. Traversier, c'est gratuit pour le véhicule, mais ce n'est pas gratuit pour les passagers. Ça, c'est pour la plupart des traversiers avec le logo qu'on voit ici avec le T. C'est pas mal ça. Pour les stationnements, c'est pas tous les stationnements. Il y a la ville de Saint-Jérôme, il y a la ville de. Il y a quelques autres villes à travers le Québec qui offrent un stationnement gratuit, mais pas les grandes villes comme Montréal ou Québec ne l'offrent pas. Et autre chose à savoir aussi, pour le stationnement, disons, à la ville de Montréal, vous allez voir, il y a des bornes de recharge sur rue et souvent, elles ont également un péage ou une tarification pour le stationnement à payer, donc une double tarification. Vous payez pour le stationnement sur rue et vous payez pour la recharge sur rue également. Faites attention à ça. Donc, maintenant, vous avez votre véhicule et vous vous dites, super, je suis très content de ça. Qu'est-ce que je fais avec mon véhicule? Où est-ce que je le recharge? Bien, la majorité du temps, un véhicule électrique, ça va se recharger à la maison ou au travail à 90 du temps. Pourquoi au travail? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui sont locataires, qui n'ont pas accès à une borne de recharge à la maison ou ils ne veulent pas en installer une. Ça pourrait être compliqué. Donc, l'alternative, ce serait de recharger au travail. Là, vous allez vous dire, mais je n'ai pas de borne de recharge au travail. Bien, vous pouvez aller voir votre employeur et leur dire, hey, écoute, le gouvernement a un programme pour toi, ça s'appelle Brancher au travail, puis ils offrent à l'employeur 5 000 par borne à l'achat et l'installation de cette borne-là. S'il en veut trois, ils vont avoir 15 000 pour installer les trois bornes et offrir en échange l'électricité aux employés pour 2 ans de temps à partir du moment de la mise en fonction de ces bornes-là. Donc ça, c'est pas mal le fun. Si vous avez plus de difficultés pour la recharge, ça ne devrait pas être un problème pour le travail. Sinon, à la maison, c'est toujours l'endroit qui est le moins dispendieux où se recharger. Parce qu'on peut aussi utiliser la recharge publique qui coûte en moyenne 30 plus cher que si vous vous rechargiez à la maison. Mais c'est une belle alternative, ça coûte quand même moins cher que de rouler à l'essence. Maintenant, il y a différents types de bornes de recharge. Il y a une borne gratuite qui vient avec le véhicule électrique. Tous les véhicules électriques ont cette borne-là, c'est une borne 120 volts qui vous permet de vous recharger très lentement, très, très, très lentement. On peut parler de 20 heures, 30 heures, 40 heures selon la grosseur de la batterie. Pour des petits véhicules comme des hybrides branchables qui ont 10 km d'autonomie, vous allez vous brancher un 5-6 heures, la batterie va être pleine. Alors que lorsque vous vous branchez avec une voiture 100% électrique qui a beaucoup d'autonomie, 400 km d'autonomie, vous en avez pour une quarantaine d'heures. Peut-être que vous avez un véhicule comme ça, puis à chaque jour, vous utilisez seulement 10 ou 20 km. Ben, le soir, vous allez pouvoir vous recharger puis remplir la batterie. Puis peut-être que vous allez faire des choses différemment, mais la borne de recharge à 120 volts est toujours bien utile, surtout quand on part, qu'on se rend à un endroit où il n'y a peut-être pas de borne de recharge, on va voir de la famille, des amis à leur chalet pendant le week-end, ben, on peut profiter de cette petite borne-là et se brancher au 120 volts pendant tout le week-end, puis on est prêt pour repartir sans aucun problème. Les bornes à la maison, d'habitude, c'est des bornes qui sont à 240 volts. Le prix d'une borne, c'est environ 900 dollars. Il y a un incitatif gouvernemental de 600 dollars. Il y a certaines villes comme Saint-Jérôme et Beaconsfield qui offrent aussi entre 100 et 400 dollars de plus pour l'achat et l'installation d'une borne. Donc, ça pourrait être très intéressant. Vous pouvez aller sur notre site web au niveau des bornes de recharge pour voir les incitatifs qui sont disponibles dans les différentes villes. Que vous rechargiez à 240 volts ou à 120 volts, c'est le même prix. Même si ça recharge moins vite, c'est pas mal le même prix. C'est environ 5 dollars
par borne de recharge, par recharge au complet. Donc, les bornes 120 volts, oui, c'est des bornes qu'on peut retrouver directement sur le mur à l'extérieur de la maison ou dans la maison. C'est des bornes classiques qu'on remarque. Alors que la 240 volts, ben, ça va être une prise de sécheuse, une prise de four, où on peut l'installer directement sur le panneau électrique, puis on étire un fil dans ce temps-là. Ça peut être fait autant pour des condos que pour une maison. Maintenant, il y a d'autres bornes de recharge 240 volts, puis ces bornes de recharge-là publiques rechargent à la même vitesse que la borne de recharge que vous pourriez avoir à la maison. Ces bornes-là sont 1 $ de l'heure. La plupart des gens vont les utiliser de façon très sporadique. Ça peut être une utilisation de moyenne de 2 heures et demie de temps. Donc, ça ne coûte pas tellement cher. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas la façon la plus économique de recharger un véhicule électrique. Il y a aussi d'énormes bornes de recharge qu'on va retrouver surtout à des haltes routières et bientôt, vous allez les retrouver dans les plus gros supermarchés IGA avec un nouveau réseau de rechange qui va commencer bientôt. Les bornes de rechange, comme on peut voir ici, sont du circuit électrique, des bornes de rechange bleues. Et si on fait un petit zoom ici, vous allez remarquer que il y a deux pistolets. Il y a un pistolet à gauche et un à droite. On ne peut pas utiliser les deux pistolets en même temps. Ça, c'est parce qu'il y a deux standards. Donc, physiquement, le connecteur est différent pour les véhicules coréens et japonais, et puis pour les véhicules nord-américains et européens. Donc, le standard Shadomo, qui est japonais, et le standard CCS Combo, qui est nord-américain, européen. Donc, dans ce temps-là, quand vous arrivez à une borne de recharge comme ça, vous branchez un des deux pistolets et puis vous partez la recharge. C'est quand même assez simple d'utilisation. Puis, ça vous permet de recharger le véhicule quand même assez rapidement. Il y a des bornes de recharge à 50 kW qui existent. Donc, si vous aviez un véhicule à 50 kWh, avec une borne de 50 kW, vous pourriez la recharger en environ 1 heure. Si vous avez un véhicule de 50 kWh et il accepte une recharge à 100 kW, ça voudrait dire que vous pourriez recharger le véhicule en 30 minutes environ. Il y a certains véhicules qui acceptent, la majorité accepte le 50 kW de nos jours. Les nouveaux véhicules acceptent le 100 kW. Les Tesla acceptent jusqu'à 250 kW, ceux qui ont une plus grosse batterie. Donc, c'est pour ça que le réseau de recharge de Tesla est différent. On ne peut pas utiliser, sauf avec un adaptateur, les bornes de recharge du circuit électrique ou les autres qui ont ces deux pistolets-là. Il faudrait un troisième pistolet juste pour Tesla et Tesla ne l'a pas encore permis, mais ils ont un réseau de recharge quand même très solide et hyper rapide. Est-ce qu'il y a beaucoup de recharge, de bornes de recharge à travers le Québec? Je pourrais vous dire oui. Vous pouvez voir aussi également ici, à travers le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, les provinces des Maritimes, État du Maine, de New York, du Vermont. On peut aller pas mal partout. Avec les bornes sur rue, les bornes 240 volts, il y a un standard à travers l'Amérique du Nord. Donc, vous pourrez vous rendre un peu partout et vous recharger sans aucune difficulté. Ce que vous pouvez voir ici sur la carte, c'est qu'il y a des bornes qui sont oranges. C'est des bornes de recharge rapides ou ultra rapides. Celles qui ont un petit T dedans, c'est pour des bornes de recharge Tesla, qui ont quand même un bon réseau parce qu'à chaque emplacement, on peut retrouver entre 1 et 16 bornes de recharge rapide. Souvent, Tesla, on va avoir entre 8 et 16 bornes. Les autres peuvent avoir entre 1 et 4 bornes de recharge. Même pour des emplacements plus occupés, on peut retrouver jusqu'à 8 bornes de recharge rapide. Ça, c'est important parce qu'il y a quelques années, quand on arrivait à ces emplacements-là, puis il y avait une seule borne et on était 10 voitures qui arrivaient un samedi soir pour se recharger, ça pouvait créer quelques complications parce que si tout le monde prenait 30 minutes pour se recharger, ça signifiait plusieurs heures d'attente pour se recharger. Donc, soit qu'on allait à la prochaine borne ou bien on prenait notre mal en patience. On a fait beaucoup de plaintes au gouvernement à ce niveau-là et ce n'est plus le cas. Donc, moi et plusieurs autres propriétaires de véhicules électriques,
On a beaucoup souffert pour vous, mais maintenant, on a un beau réseau de recharge bien solide qui va répondre à tous les besoins. Est-ce que vous pouvez vous promener à travers le Québec, l'Ontario, tout ça de la façon simple? Plus ou moins, ça dépend. Si vous avez une Tesla, le véhicule reconnaît votre code de véhicule, puis il va vous charger directement sur votre carte de crédit. Vous n'avez pas besoin de rien faire du tout. Alors que si vous êtes au Québec, il y a différents réseaux. Vous ne pouvez pas payer avec une carte de crédit pour vos recharges. Vous devez avoir une carte prépayée ou bien avoir l'application du réseau sur laquelle vous pouvez déposer un montant, que ce soit 10, 20, 50 peu importe. Donc, si vous voulez aller d'un réseau à l'autre, ça ne fonctionne pas toujours super bien. Nous autres, on a mis encore une fois de la pression au niveau des différents réseaux pour s'assurer d'une interopérabilité. Ce qui veut dire que si vous allez sur le réseau du circuit électrique, vous allez pouvoir utiliser la même application, le même dépôt que vous avez fait sur votre carte du circuit électrique pour pouvoir l'utiliser sur le réseau Flow. Puis c'est pas mal là où ça s'arrête. Si vous avez une carte Flow, elle va être bonne pour le circuit électrique, mais elle va être aussi bonne pour ChargePoint parce que Flow a fait une entente avec ChargePoint. ChargePoint qui est aux États-Unis et au Canada. Flow va aussi vous permettre de vous recharger dans les provinces des Maritimes et dans certaines provinces dans l'Ontario et la Colombie-Britannique. Si vous allez aux États-Unis maintenant, si vous pouvez utiliser certains des réseaux, puis les réseaux, soit que vous faites du prépayé, ou bien vous payez avec la carte de crédit. Souvent, la carte de crédit, ça va coûter juste un petit peu plus cher que si vous payez avec une carte prépayée. Comme j'ai mentionné, ça peut être juste une application que vous allez télécharger. Si vous voulez aller, par exemple, à la ville de New York, à partir de Montréal, ben, dans ce temps-là, vous allez prévoir un peu votre trajet. Tu sais, les premières fois qu'on fait un long voyage, c'est important de prévoir son trajet puis se dire, bon, mais là, je m'en vais là-bas. Puis il y a certaines applications aussi qui vont vous permettre de dire, bon, mais tu as 700 km à faire et ta voiture t'offre seulement 385 km, tu vas être obligé de te recharger. Voici où est-ce que tu devrais te recharger. Puis là, vous regardez, bon, ben, ça, c'est le réseau ChargePoint. J'ai déjà une application, donc ça va bien fonctionner. Je vais pouvoir partir la recharge en étant à cet emplacement-là. Vous allez peut-être être à un autre réseau. Il y a quelques réseaux aux États-Unis en ce moment. Puis ça se fait quand même très bien. Moi, j'ai voyagé à travers les maritimes, à travers les différents États américains, du nord-est américain, à travers l'Ontario et tout ça. Dans les derniers 18 mois, j'ai fait 50 000 km. J'ai été à Toronto, New York City, j'ai été en Gaspésie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de routes. Puis ça fonctionne très bien. Première fois on va quelque part, vu qu'on sait qu'on ne peut pas juste arrêter, faire le plein d'essence, ben c'est bien de vérifier où les bornes sont en fonction. Des fois, aux États-Unis, ils s'occupent moins bien de leur borne qu'ici. Donc, ça peut arriver à certains endroits que la borne est laissée à elle-même, puis elle n'est pas déneigée ou bien le réseau ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a des petits cercles rouges ou verts dans les différents endroits que vous pouvez voir sur la carte ici. Vert, ça veut dire que c'est libre, qu'il n'y a pas de problème. Rouge, ça veut dire que c'est soit qu'il y a quelqu'un qui l'utilise ou bien elle est hors fonction. Donc, c'est toujours bien de vérifier à l'avance, surtout quand on fait un long voyage à l'extérieur de la province pour s'assurer que tout va bien aller. Donc, ça, c'est pour les bornes de recharge. C'est quand même pas pire. On voit qu'il y a un bon choix. Maintenant, on va parler des mythes et des réalités des véhicules électriques. On va parler de l'hiver, on va parler de l'environnement, on va parler de l'efficacité du véhicule. Donc, tout ça, on va l'aborder dans les prochaines secondes. On va parler initialement de l'environnement parce que ça touche beaucoup les gens. Les gens se posent la question, j'en demande, qui ont vu, me disent qu'ils ont vu des documentaires sur les véhicules électriques qui disent que c'est mieux d'acheter un gros Cadillac Escalade ou un Hummer parce que c'est moins polluant qu'une petite voiture électrique. Et c'est de la foutaise et je vais vous expliquer pourquoi. Un véhicule électrique puis un véhicule à essence, ben, il faut les produire. OK? Puis quand on regarde ça de plus près, la barre noire sur la gauche, c'est la construction du véhicule lui-même. Donc, si on construit Honda Civic ou un Cadillac Escalade ou une Nissan Leaf, ça, c'est 10 tonnes de gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère pour créer le véhicule. Maintenant, les véhicules électriques ont également une batterie puis un moteur.
Puis ça crée 4 tonnes de gaz à effet de serre de plus. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à rouler entre 6 mois et 1 an à l'essence. Donc, si vous aviez acheté un véhicule qui était 100% électrique, puis vous l'utilisez, ça veut dire que les premiers 6 mois de son utilisation, c'est comme si vous avez gardé votre voiture à essence puis vous continuez à polluer. Et par la suite, au Québec, il n'y a plus de pollution jusqu'à temps que le véhicule rende l'âme après plusieurs décennies de loyaux services, parce qu'ici, on a de l'hydroélectricité, donc c'est non polluant, c'est de l'énergie renouvelable. Si on regarde, par exemple, en Alberta, ben ça va polluer un peu plus parce qu'il y a du charbon puis des centrales thermiques qui créent l'électricité. Puis pour créer de l'électricité avec des centrales thermiques, ben ça va relâcher des gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même polluant. C'est polluant à quel point? Ben, ça va polluer autant qu'une petite voiture comme une Honda Civic ou une Honda Fit. Donc, ce n'est pas beaucoup de pollution, mais ça vous donne une idée quand même que certaines provinces, certains endroits doivent avoir de l'électricité qui est un peu plus propre pour alimenter les véhicules électriques pour que ça n'ait vraiment plus aucun impact sur l'environnement. Donc, comme je vous mentionnais, au Québec, Colombie-Britannique, on est très chanceux. L'Ontario aussi, c'est quand même pas si mal. Puis ça change beaucoup. Hein. Ça évolue énormément au niveau de l'énergie éolienne, l'énergie solaire. On parle que ça devient, surtout en Europe, on voit qu'ils sont capables de fermer des centrales au charbon complètement, puis de s'approvisionner uniquement en énergie renouvelable. Québec, on est très, très, très chanceux. Comparativement à un véhicule standard comme la Toyota Camry, la Toyota Camry, elle va polluer à 110 tonnes de gaz à effet de serre sur la durée de cycle de vie de la construction jusqu'à son départ vers un centre de recyclage. Des gros VUS, eux, vont polluer jusqu'à 164 tonnes, vont émettre jusqu'à 164 tonnes de gaz à effet de serre. On est très loin des 14 tonnes de gaz à effet de serre qu'une voiture 100% électrique comme Nissan Leaf vont émettre sur leur cycle de vie au Québec. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la pollution. On parle aussi des terres rares qui ne sont pas très rares, c'est juste un terme qu'on a redonné. On parle du lithium, puis on se dit, ah mon Dieu, le lithium, il n'y aura jamais assez de lithium sur la planète pour faire plein de batteries pour remplacer toutes les voitures sur la planète. Bien, les batteries au lithium contiennent seulement 4 de lithium. Du lithium, ça se retrouve aussi dans l'eau de mer. Ça se retrouve dans des mers de sel. Donc, si on est capable d'extraire le sel directement de l'eau de mer, ben ça va dessaliner. On peut utiliser de l'eau pure et en même temps, on peut extraire les minéraux pour en faire des batteries. Donc, ça, c'est une technologie sur laquelle il y a plusieurs entreprises qui travaillent en ce moment pour justement éviter la pollution. Il y a d'autres gens qui vont dire, ah, ben il y a du cobalt dans les batteries, c'est hyper polluant, c'est des enfants qui vont chercher ça. Pas vraiment. Le 80 du cobalt qui est pris dans différents pays africains est extrait de façon industrielle parce que ce n'est pas juste des petits-enfants qui peuvent extraire tout le cobalt dont on a besoin. 10 de l'extraction est artisanale. Puis encore là, ça ne veut pas dire que c'est uniquement des enfants, mais oui, ça arrive qu'il y a certains enfants qui vont travailler dans des mines, comme dans plusieurs mines en Afrique, malheureusement. Puis les manufacturiers sont bien au courant de ça et essaient de diminuer leur utilisation du cobalt dans les batteries pour utiliser du graphite qu'on a aussi au Québec en grande quantité, ce qui fait qu'on augmente aussi la densité énergétique de la batterie, puis on a besoin de beaucoup moins d'autres minéraux. Est-ce il faut changer une batterie régulièrement? Ça, c'est une autre des questions qui revient régulièrement. Les gens se disent, ouais, mais là, moi, j'ai une perceuse, puis quand je la laisse dans ma remise l'hiver, ben là, quand je veux l'utiliser, la batterie ne fonctionne plus super bien. Puis mes batteries durent 2-3 ans, puis après, il faut que je les change. Donc, est-ce que c'est la même chose qu'avec une voiture électrique? La réponse, c'est non, 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 pas du tout. Une batterie de qualité automobile est faite pour durer très, très longtemps. On parle de 765 000 km avant qu'elle en arrive à 70 de sa charge initiale. Ce que ça signifie, c'est que si vous aviez
une voiture qui offrait 400 kilomètres d'autonomie, ben après 15 ans environ, après 765 000 kilomètres, vous allez avoir encore un 280 kilomètres d'autonomie. Peut-être que c'est encore super bon pour vous, puis que ça signifie que vous allez peut-être vous recharger un petit peu plus souvent pendant la semaine, ou vous allez utiliser des bornes de recharge rapides pour vous remplir d'électrons. Peut-être que vous allez vous dire, bon, mais la batterie, j'aimerais ça la mettre à jour parce que en 15 ans, la technologie va beaucoup changer. Vous aimeriez avoir la batterie la plus récente, etc. On ne jette pas ces batteries-là. On a des batteries 12 volts qu'on met sur des voitures à essence et sur les voitures électriques également pour alimenter les accessoires puis l'ordinateur de bord. La batterie 12 volts, oui, comme sur votre voiture à essence, vous devez la changer environ à chaque 5 ans. Vous l'amenez chez Canadian Tire, peu importe, puis ils vont la prendre, ça va être recyclé. La batterie au lithium, elle coûte très cher. C'est une grosse, grosse batterie. Donc, elle a une belle valeur de revente. Et en plus, elle peut être réutilisée pour des applications d'entreposage d'énergie. Donc, on va utiliser ces batteries-là, on va les mettre dans des gros containers qui viennent de Chine, puis on va remplir ça de batteries de voiture, puis on va les utiliser pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne pour l'entreposer. Comme ça, pendant la nuit, l'énergie peut ressortir de ces batteries-là et alimenter le réseau électrique. Il y a également des centres de recyclage pour les batteries lithium. On en a deux au Canada, un au Québec et un en Colombie-Britannique, je me souviens bien. Ça ne fonctionne pas beaucoup parce qu'il n'y a pas assez de véhicules électriques qui en sont rendus à 15 ans d'utilité. Donc, ça arrive certaines fois, il peut y avoir des accidents avec les véhicules. Qu'est-ce qu'ils font avec la batterie? Bien, ils vont prendre la batterie qui n'est plus fonctionnelle, puis ils vont la défaire dans ces différents matériaux, puis revendre les minerais aux compagnies qui font des batteries et recréer des nouvelles batteries avec ça. La batterie vraiment est faite pour durer longtemps, le moteur aussi. Le moteur, c'est 1 million de kilomètres. Comme je disais, la batterie, c'est 765 000 kilomètres. Les nouvelles batteries, on travaille pour avoir des batteries qui vont durer 1 million et même jusqu'à 3 millions de kilomètres. Qui fait 3 millions de kilomètres dans une vie? Ben, ça va être les camions 18 trous qui transportent de la marchandise de l'Est en Ouest de l'Amérique du Nord et du Nord au Sud également. Donc, ceux-là ont besoin de batteries qui sont extrêmement résistantes et qui sont capables de fournir beaucoup d'énergie. Donc, on travaille déjà sur des batteries euh, qui vont être capables de durer aussi longtemps que ça. Ce ne sera pas nécessaire pour des batteries pour des véhicules personnels. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une voiture, ben, ça dure environ 11 ans au Canada parce qu'il y a la rouille, à cause de nos conditions hivernales qui fait qu'il y a plus d'accidents. Donc, les véhicules sont endommagés, plus de dommages. Euh, et puis, on doit s'en débarrasser plus rapidement aussi. Donc, ces batteries-là vont être réutilisées, recyclées. Il y a toujours des bidouilleurs qui vont vouloir reprendre la batterie par la suite pour l'installer sur leur ancienne Pontiac Fiero ou Toyota Celica pour les électrifier également, parce qu'on sait que de toute façon, on va arrêter la vente de véhicules polluants d'ici 2035 au Québec, 2040 au Canada. L'Écosse, c'est 2032. Donc, il y a différents pays, il y a beaucoup de pays qui ont déjà annoncé l'arrêt de vente de véhicules à essence. Puis, éventuellement, ben, ça va être la vente de l'essence, point à la ligne, qui va arrêter. Donc, oui, il y a certains de ces véhicules-là qui vont devoir être électrifiés si on va pouvoir continuer à les utiliser. Je pense à des vieux, vieux véhicules des années 1900, les premiers Ford Model T qu'on garde par nostalgie. Ben oui, on va être obligé de les électrifier parce qu'on n'aura plus d'essence pour les alimenter, ces véhicules-là. Autonomie. Bon, on a besoin de combien d'autonomie pour rouler puis comment choisir son véhicule? Bien, la majorité des Canadiens vont rouler en moyenne 80 km par jour. Au Québec, on parle de 65 km par jour. Puis ça, c'est autant des gens qui habitent en région que des gens qui habitent dans les grandes régions métropolitaines. Donc, il faut essayer vraiment de comprendre un petit peu quels sont vos besoins avant de choisir un véhicule. Si vous faites peu de kilométrage dans une journée, vous faites peut-être 20 ou 30 km de voyagement, mais la fin de semaine, vous allez à votre chalet, vous allez voir des amis, puis vous savez que vous allez faire un aller de 150 km,
bien, vous pouvez déjà choisir votre véhicule selon ce besoin-là, le besoin le plus important, celui de 150 kilomètres dans une journée, en sachant que vous allez pouvoir vous recharger là-bas et revenir avec ce 150 kilomètres d'autonomie. Puis là, c'est là où c'est important de comprendre que l'hiver a un impact. L'hiver, on peut utiliser plus d'électricité. Donc, si vous doublez ce 150 km dont vous avez besoin, vous pourriez vous dire, bon, ben, hiver comme été, avec 300 km, je suis certain que je vais être capable de faire tout ce que j'ai besoin de faire sans problème. Parce que si vous le faites de façon régulière, ce voyagement-là, vous ne voulez pas arrêter tout le temps pour faire une recharge rapide. Par contre, si vous me dites, ben moi, je vais voir de la famille à Québec 3 fois par année, puis je pars de Montréal, puis c'est un peu plus loin que Québec, à Montmagny, puis c'est 300 kilomètres, puis j'y vais en été, puis je vais en hiver aussi, 2, 3 fois par année, bien, peut-être que vous allez pouvoir prendre un véhicule de 300 kilomètres et puis arrêter à une borne de recharge et faire un plein qui va vous coûter 3, 4, 5 dollars d'électrons. Puis après ça, continuer. Au lieu de choisir le véhicule avec la grosse batterie qui va vous coûter 5 ou 6 000 dollars de plus pour quelques fois uniquement par année. Donc, il faut vraiment être capable de comprendre un petit peu ses besoins puis de faire ses calculs avant d'aller dépenser puis acheter une grosse batterie qu'on va pratiquement pas utiliser parce que la plupart du temps, le véhicule est stationné. Il faut vraiment, vraiment penser à ça. La plupart des gens en 2017 disaient déjà qu'ils n'achèteraient pas de véhicule 100% électrique avant que les batteries offrent 500 km d'autonomie. Puis à ce moment-là, bien, les véhicules offraient 150 km d'autonomie en moyenne. Donc, je trouvais ça un peu ridicule. Mais maintenant, on en est arrivé au point où, pour le même prix, le véhicule peut vous offrir 414 km d'autonomie. Même la nouvelle Model 3 2021, c'est 421 km d'autonomie pour le même prix. C'est vraiment incroyable à quel point les choses s'améliorent. Si vous regardez un petit peu les actualités, puis on en a plusieurs sur notre site web, les actualités qui sont publiées de façon quotidienne, on parle de batteries à 800 km qui vont être sur le marché dans quelques années. Puis on parle même de plus grandes autonomies aussi qui vont être nécessaires pour les camions diesel trous, comme je mentionnais auparavant. Là, on va parler des plaisirs de conduire électrique. C'est pas juste des calculs et tout ça, il y a aussi la sensation. On veut tomber en amour avec notre véhicule, on veut l'apprécier, on veut l'aimer, on veut vouloir l'utiliser et avoir ce sentiment de liberté-là aussi. Puis c'est ça que dont les gens avaient peur au début, c'est de se dire, bon, mais si j'ai un véhicule électrique et il n'y a pas beaucoup d'autonomie, je n'aurai pas de liberté, je vais toujours me sentir pris à toujours avoir à arrêter pour me recharger. Puis c'est plus vraiment le cas. C'est peut-être encore le cas pour les gens qui vont dire, ben moi, je vais acheter un véhicule usagé, puis le véhicule usagé que vous allez avoir, mais il y a une petite batterie. Donc, c'est évident que vous allez peut-être être un peu plus limité dans vos déplacements dans ce temps-là ou à être un peu plus à la merci des bornes de recharge. Mais pour des véhicules 100% électriques qui sont assez récents, ce n'est plus le cas. Donc, qu'est-ce qui est plaisant à conduire un véhicule électrique? Bien, une puissance instantanée. Aussitôt qu'on appuie sur l'accélérateur, ça part tout de suite. Il n'y a pas de changement de vitesse, il n'y a pas c'est pas brusque, c'est vraiment très, très, très agréable. Il y a une seule vitesse, c'est soit avant ou arrière. Il n'y a pas d'autre changement de vitesse du tout, donc c'est vraiment très doux comme roulement. Il n'y a pas de bruit non plus, c'est très agréable. Puis tout le plancher du véhicule, ben, c'est la batterie. Normalement, la grande majorité des véhicules sont comme ça, ce qui fait que le centre de gravité est très bas. Euh, on a une bonne traction au niveau du véhicule. Puis le poids est bien réparti entre l'avant et l'arrière, alors qu'un véhicule à essence, souvent le moteur est à l'avant puis à l'arrière. Il n'y a pas grand-chose, donc ça peut glisser à l'arrière. Ici, avec un véhicule 100% électrique, c'est bien réparti comme poids, ce qui fait que si on a une traction avant ou une propulsion, ça fonctionne très bien, autant qu'avec une traction intégrale. Aussi, l'hiver, ce qui est le fun, c'est qu'on a accès à la programmation du chauffage. Ce que ça signifie, c'est qu'en pleine semaine, vous pouvez dire, bon, ben moi, mon véhicule, je sais que du lundi au vendredi, je pars à 7 heures pour le travail, puis je programme mon véhicule pour qu'à 7 heures exactement, quand je vais embarquer dans le véhicule va être préchauffé, les sièges vont être chauffés, le volant va être chauffé. À l'intérieur, vous pouvez choisir pour que ce soit 25-30 degrés Celsius, ce qui fait que la neige, la glace a le temps de fondre sur
les fenêtres et vous pouvez partir directement. Ça, c'est super, un super avantage d'un véhicule électrique. Puis l'électricité vient d'où? Mais si vous êtes branché sur votre maison, ben, l'électricité provient directement de la maison pour réchauffer le véhicule. Donc, vous n'utilisez pas la batterie dans ce temps-là. Sinon, pendant l'été et les grandes canicules, vous pouvez, avec l'application puis la télématique, l'application sur votre téléphone intelligent, pouvoir partir de la climatisation à distance. Puis aussi au niveau de l'entretien, frein et assurance, c'est beaucoup moins dispendieux. Frein, j'en ai eu l'expérience après 130 000 km sur ma Nissan Leaf. Quand je l'ai vendu, j'ai changé les plaquettes. Puis c'était la première fois que j'avais à faire quoi que ce soit. Donc, le freinage régénératif où le véhicule se freine avec le moteur électrique puis qui crée de l'électricité en même temps, c'est absolument fantastique. Entretien sur un véhicule 100% électrique, il n'y a pas grand-chose à faire à part mettre du liquide lave-glace puis changer le filtre à air de la cabine. À part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Comme je disais, un moteur, c'est bon pour 1 million de kilomètres. Le reste, il n'y a pas de changement d'huile, il n'y a rien, rien, rien. C'est vraiment, vraiment plaisant de ce côté-là. L'hiver, il y a eu quelques questions tout à l'heure, j'en parle maintenant. Est-ce que c'est magique une voiture électrique? Non, c'est pas magique du tout. Tout comme une voiture à essence, qui en hiver va consommer 20 plus d'essence, ben, l'auto électrique également va consommer en moyenne 20 plus d'électricité. Si on parle des températures de moins 10, moins 15 degrés, c'est environ ça. On va utiliser un petit peu plus d'électricité parce que l'électricité de la batterie de traction qui donne normalement de la puissance aux roues va être utilisée pour chauffer l'habitacle de la voiture. C'est à moins 25 et moins que ça commence à être un peu plus problématique pour la voiture électrique où, quand il fait très, très froid comme ça, il faut utiliser beaucoup d'électricité pour chauffer l'habitacle du véhicule. Donc, on parle vraiment de 40 plus d'électricité. Ça n'arrive pas souvent des moins 25 degrés. L'hiver, ça va arriver surtout la nuit. Euh, mais on se réveille le lendemain matin, puis la batterie peut être encore très froide. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, le véhicule, ben, il y a un chauffe-batterie, il y a une couverture thermique pour se préparer et se garder au chaud pour éviter justement que le métal de la batterie soit froid et ne soit plus aussi fonctionnel qu'il devrait l'être. On parle environ peut-être 4 jours par année où il faut être un peu plus prévoyant. Et de penser aussi au voyage qu'on fait. Bon, je sais qu'en ce moment, on est en COVID, on ne voyage pas trop trop, mais disons que vous êtes habitué de partir au Mexique pendant 2 semaines de temps l'hiver, puis que, comble de malheur, pendant ces 2 semaines-là, votre voiture est stationnée, puis au Québec, il fait moins 25 à chaque jour, 24 heures par jour, la batterie va tenter de se réchauffer par elle-même jusqu'à temps qu'elle s'épuise complètement. Si vous avez une voiture usagée qui vous offre un 150 km d'autonomie, la batterie ne durera pas 2 semaines de temps, elle va geler complètement. Donc, voiture usagée, vieille voiture électrique avec une batterie de moins de 40 kWh, je vous suggère fortement, lorsque vous avez stationné votre voiture, de la brancher sur une borne de recharge, la brancher sur une prise 120 volts, juste pour garder la batterie active, pour justement, s'il y a des besoins de réchauffer la batterie, que ce ne soit pas la batterie elle-même qui utilise son énergie pour s'auto-réguler, s'auto-réchauffer. Si vous avez un véhicule avec une plus grosse batterie, les véhicules qui ont 400 km d'autonomie environ, ce n'est pas vraiment un problème, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Par contre, si vous partez en Floride 6 mois par année, je vous suggère personnellement d'amener votre véhicule électrique avec vous. Mais si vous ne désirez pas faire ça, vous avez déjà un véhicule là-bas, ben, pour 6 mois de temps, je vous suggérerais quand même de garder le véhicule branché sur le 120 volts, sur le 240 volts, ça ne dérange pas. C'est juste que le véhicule, s'il a besoin de faire des mises à jour, peu importe, il fait froid pendant certains mois, ben, au moins le véhicule, la batterie va pouvoir toujours rester en très bonne santé. Ça, c'est mon petit truc pour vous. Maintenant, on va parler des coûts d'utilisation. Pour ça, les gens se disent, bon, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de rouler électrique? Est-ce que je vais sauver des sous? Bien, on va comparer ça à un véhicule comme une Nissan Leaf avec la petite batterie de 40 kWh versus une Honda Civic, une voiture qui est quand même assez populaire au Québec. On n'a pas pris le modèle top of the line
pour la Honda non plus. Souvent, les gens vont prendre des modèles avec le cuir, puis toutes ces belles petites choses à l'intérieur. Puis le prix de base de la Honda Civic devient pas mal plus élevé dans ce temps-là. Mais si on compare, de base, le Nissan Leaf à 41 000 versus la Civic berline à 24 000, ça fait quand même une bonne différence de prix. Même si on enlève le crédit du gouvernement de 13 000 il y a quand même les taxes qui sont plus dispendieuses sur le véhicule électrique. Ça fait qu'après le calcul total, il reste quand même un 7 000 en surcoût sur le véhicule électrique. Ce qui arrive, c'est que si vous l'utilisez environ 20 000 km par année, après 4 ans d'utilisation, vous allez avoir économisé 2 000 d'essence. Donc, le surcoût va avoir été éliminé et vous allez avoir économisé 2 000 Après 6 ans, on parle de 6 500 qui peut être économisé. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et 8 ans, on parle de plus de 11 000 d'économie à rouler électrique. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, ben moi, je roule seulement 10 000 km par année. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, à place que ça prenne 4 ans pour récupérer le surcoût, ben, ça va probablement en prendre 8 ans. Après 8 ans, vous allez dire, ah, j'ai économisé mon premier 2 000 Tout le reste du temps, mais c'était comme, on repayait un peu le surcoût à ce niveau-là. Mais pendant ce temps-là, vous aviez un véhicule qui ne polluait pas, un véhicule hyper technologique qui souvent se conduit par lui-même parce qu'ils ont des technologies à bord. Donc, ça dépend aussi de vos valeurs au niveau de l'environnement. Mais à 20 000 km, c'est certain que c'est très payant. Si vous roulez 30 000, 40 000, 50 000 km, posez-vous même pas de questions. Si ça rentre à l'intérieur de l'autonomie dont vous avez besoin, ça vaut vraiment la peine d'aller pour un véhicule 100% électrique. Comme on mentionnait aussi tout à l'heure pour les avantages au niveau des assurances, ça c'est autant pour les véhicules hybrides rechargeables que pour les véhicules 100% électriques. La charte qui est ici maintenant, vous pouvez voir que c'est basé sur 20 000 km. On a un calculateur sur notre site web qui vous permet d'entrer différents véhicules, comparer le coût de base, calculer le prix de l'électricité, le prix de l'essence, les rabais sur les assurances. Vous pouvez changer tout ça pour voir, selon vos besoins et votre kilométrage annuel, combien ça pourrait prendre de temps avant de trouver des économies. Donc, je vous conseille fortement d'aller sur notre site web pour trouver ce petit calculateur-là. C'est un fichier Excel où vous rentrez des chiffres, pesez sur calculer, puis ça vous sort toutes les belles informations. Des avantages des 100% électriques. Et ça, j'arrête pas de vous dire que c'est fantastique des voitures électriques, mais aussi des désavantages. On va passer à travers. Qu'est-ce qui est plus difficile? Bien, c'est plus coûteux à l'achat, on vient de le voir. Ça veut aussi dire que vous devez subventionner, pas vraiment subventionner, mais vous allez être obligé de payer et d'avoir l'argent nécessaire pour vous payer un véhicule comme ça, que ce soit en location, que ce soit à l'achat. Donc, c'est comme si vous aviez, dès le départ, besoin de payer le véhicule et l'essence. Boum, tout d'un coup. Mais par la suite, à l'utilisation, c'est moins cher. Il y a le manque de bornes de recharge en certains endroits. Donc, ce n'est pas parce qu'en ce moment, sur les autoroutes que vous utilisez pour vous rendre à des endroits très spécifiques, puis il n'y a pas de borne de recharge à ces endroits-là, qu'il n'y en aura pas dans 6 mois ou dans un an. Plus il y a de véhicules électriques sur les routes, mais plus les autorités vont installer de bornes de recharge pour justement répondre aux besoins des électromobilistes et des automobilistes. Les véhicules usagés, ben, ils ont entre 100 et 170 km d'autonomie. Donc, il faut y penser aussi. En plein hiver, on va parler de 50 à 80, 90 km d'autonomie. Donc, ce n'est pas beaucoup quand il fait très froid. Un véhicule neuf qui vous en offre plus, c'est peut-être un meilleur achat. Ça dépend. Si c'est votre seul véhicule, je vous conseille fortement d'apprendre un véhicule qui va être avec une grande autonomie. Si vous avez 2 véhicules à la maison, ben prenez un petit véhicule 100% électrique usagé, puis ça va vous répondre aux besoins pour vous promener un petit peu partout.
Puis, quand vous avez besoin de faire des plus longues routes, bien, utilisez votre véhicule à essence. C'est une bonne façon, c'est une bonne transition vers le véhicule électrique. Il y a les Tesla qui sont l'exception parce que c'est des véhicules qui sont quand même des véhicules de luxe qui offrent depuis toujours entre 385 puis 425 jusqu'à 500 km d'autonomie. Même les plus récents, c'était plus de 600 km d'autonomie. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant pour des véhicules Tesla usagés. La recharge peut être longue pour certains véhicules 100% électriques, autant à 240 volts qu'à 400 volts. Donc, comme je mentionnais, une Chevrolet Bolt pour faire le plein d'électrons, ça va prendre 50 à 60 minutes. Puis une Tesla Model 3 qui peut accepter plus de puissance, ça peut lui prendre 20-30 minutes de recharge. Donc, même pour ce que j'indique ici, pour certains modèles chez Tesla, avec les nouveaux superchargeurs, bien, ça permet la recharge en 5 minutes pour avoir 120 km d'autonomie. Puis, en bout de ligne, ce qui va arriver, Porsche a déjà ce système-là sur leur Taycan, c'est la recharge à 800 volts, parce que présentement, c'est des recharges à 400 volts. Si on double le voltage à 800 volts, ça veut dire qu'on peut diminuer la résistance et on peut rentrer plus d'énergie en même temps dans la batterie, ce qui fait qu'on vise avec des recharges comme ça à 800 volts, 350 kilowatts de puissance, on vise du 20, recharger la batterie de 20 à 80 en moins de 10 minutes. Fait que ça va vraiment être hyper, hyper intéressant et c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années. Présentement, il y a seulement Porsche qui offre ça et il n'y a pas vraiment de bornes de recharge qui permettent ces recharges-là. En Amérique du Nord, il y a Petro-Canada qui sont en train d'offrir ces bornes-là, mais ils n'ont pas encore la puissance qui va aux bornes pour l'offrir, mais ça ne saurait tarder. Les avantages des 100% électriques, bon, comme on l'a dit, c'est beaucoup moins coûteux de rouler à l'électricité. Juste pour vous donner une idée, faire 100 km, on parle de, c'était combien? Je pense que c'est 2 pour faire 100 km versus 20 pour faire 100 km à l'essence. Donc, il y a une grosse différence. Ça se rentabilise rapidement, 3 à 5 ans. C'est meilleur pour l'environnement. Il y a moins de pollution sonore aussi. Il y a un moins gros impact environnemental sur la durée de cycle de vie, donc de sa construction jusqu'à son cercueil. Et puis, le recyclage également. Et puis, il y a une puissance instantanée et un plaisir de conduire. Donc, c'est ce qui complète mon webinaire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Là, je vais prendre des questions. Il y a eu quelques questions au fur et à mesure de la présentation. Seulement pour vous expliquer aussi que l'Association de véhicules électriques, on est des bénévoles, on fait ça par passion, on fait ça parce qu'on désire ardemment laisser une planète plus propre aux générations futures, à nos enfants. Donc, on s'offre corps et âme pour cette cause qui nous tient à cœur. Puis, lorsqu'on fait des événements, on fait une centaine d'événements par année, sauf cette année, on ne peut plus le faire à cause du COVID, mais normalement, on fait des événements, une centaine à travers le Québec où les gens peuvent aller essayer les véhicules de nos bénévoles, poser des questions bénévoles, puis avoir des bonnes réponses aussi, sans sentir de pression parce qu'on n'est pas des vendeurs, on est vraiment des propriétaires de véhicules électriques. On vous partage notre expérience et notre passion. Vous pouvez devenir membre gratuit ou qui vous donne absolument aucun avantage à part que vous puissiez être membre, puis après ça, quand on va voir le gouvernement pour leur dire qu'il faut avoir des nouvelles normes ou des nouvelles bornes de recharge, on peut dire qu'on a 13 000, 15 000 membres derrière nous. Sinon, pour un achat de carte de membre à 49 ça vous donne plusieurs rabais sur des incitatifs et plein de choses comme ça, sur des bornes de recharge, sur l'installation, sur des accessoires, même une station de ski où ils ont des bornes de recharge pour se recharger, on peut économiser également. Une question ici de Gilles qui mentionne que le coût est quand même assez élevé à l'achat. Comme on a pu voir, on peut parler de 7 000 à 10 000 de plus qu'un véhicule équivalent. Puis ça, il y a une étude de KPMG qui a été faite pour essayer de voir, c'est quand on en arriverait à parité avec le véhicule à essence. Puis les calculs démontrent que ce serait en 2025.
C'est-à-dire que, un, si vous achetez le véhicule tout de suite, puis vous avez droit à 13 000 d'incitatif, en 2025, le prix du véhicule va avoir baissé, mais vous n'aurez plus droit à aucun incitatif parce qu'on va les avoir éliminés. Donc, au fur et à mesure que le prix va baisser, ben, les incitatifs vont baisser également puisqu'on devrait en arriver à parité avec le véhicule à essence. Donc, ça, c'est une très bonne question. Gabriel, toi, est-ce que tu avais des questions? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Oui, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Rio. En effet, j'ai une question Oui. pour vous. Un peu plus tôt, vous avez parlé de puissance instantanée. C'est sûr que quand on est propriétaire d'une voiture électrique, on peut le sentir directement. Quand on pèse sur l'accélérateur, il n'y a aucun délai, c'est vraiment instantané. On peut voir aussi des vidéos sur YouTube de records vraiment impressionnants, bien sûr. Mais qu'en est-il de la puissance de charge? Dans le sens, est-ce qu'un moteur électrique a autant de puissance qu'un moteur à essence pour tirer des charges, des Ah, trailers en beau français, excusez-moi. Heu, est-ce que c'est possible d'attacher à l'arrière, une boule pour tirer, je sais pas, de l'électroménager ou, oui, oui, je comprends un petit exactement ce que chargement? tu veux dire, oui. Ben, écoute, un moteur électrique, c'est ce qu'on retrouve dans les trains, dans les bateaux, dans les chariots élévateurs. Donc, on utilise des moteurs électriques avec des génératrices au diesel pour une locomotive, par exemple, parce que le moteur électrique ne va pas caler, parce que c'est très, très, très puissant. C'est tellement puissant que Ford a présenté son Ford F-150 électrique pour démontrer la puissance. Ils avaient un train avec 40 wagons dessus et ils l'ont tiré avec leur Ford F-150 électrique. Même un moteur diesel aurait jamais pu faire ça. Donc, on parle d'un tout petit moteur. Le moteur d'une Tesla, c'est la grosseur d'un melon d'eau. Mmh. Donc, la grosseur d'une pastèque. C'est très petit. Puis sur les modèles les plus puissants chez Tesla, qui font le 0 100 km/h en moins de 3 secondes, ils ont deux de ces petits moteurs-là, un à l'avant et un à l'arrière. S'ils veulent encore avoir plus de puissance, par exemple, le Hummer de GM, General Motors, on va avoir trois moteurs. Puis, ça va leur permettre, avec un véhicule gigantesque qui a des roues de 34 pouces de gros, vont pouvoir faire le 0-100 en moins de 2,8 secondes. C'est absolument fou. Donc, oui, un moteur électrique, c'est extrêmement puissant. Puis, plus on a besoin de puissance, plus on peut rajouter des petits moteurs électriques comme ça. On peut en mettre un à chaque roue si on veut pour offrir encore plus de puissance. La grande majorité des véhicules électriques sur le marché, les manufacturiers, que ce soit un véhicule à essence ou électrique, ne recommandent pas de tirer parce qu'ils ont peur que les gens endommagent le frame du véhicule. Mmh. Mais il y a beaucoup de propriétaires qui vont installer une boule, ils vont Mmh. tirer une petite remorque, des Oui. roulottes, ils vont tirer des motoneiges, des sea-doo, des petits bateaux. Quand on parle d'un plus gros bateau, une voiture à essence ou électrique, bien encore là, c'est la structure elle-même ne sera pas assez solide, donc c'est mieux d'avoir un véhicule un peu plus adapté comme le Mitsubishi Outlander qui est électrique, qu'on peut utiliser. Les Tesla modèle Y sont des VUS. Le Toyota RAV4 Prime aussi peut en tirer quand même beaucoup. La Tesla Model 3 à traction intégrale ou à propulsion peut le faire également. Donc oui, Oui. c'est très fort, aucun problème avec ça. On peut déménager, même avec une voiture électrique. C'est génial. Oui, puis même que vous parliez des vidéos, c'est une des choses qui est intéressante. On peut Mmh. voir une Tesla Model X qui euh, fait une course contre une Fiat, une petite Fiat Spider. Mmh. Et le Tesla Model X a une remorque qui a une Fiat Spider dessus. Donc, il fait la course en tirant une voiture, puis il y a l'autre voiture à côté, et le véhicule dépasse quand même la petite voiture décapotable. Donc, c'est quand même très, très, très impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Génial. Je vois que, j'ai donc
c'est une présentation qui est vraiment, appréciée, surtout que, les voitures électriques, bien entendu, sont, revenues, dans le, dans l'actualité récemment. Hem, juste un dernier point, je ne sais pas si vous en avez entendu parler peut-être, mais c'est sûr que comme, c'est très silencieux les voitures électriques, c'est génial, mais pour les piétons et l'environnement, heu, des fois, on a besoin de faire un peu plus de bruit pour signifier notre présence. Je me demandais si ça existerait éventuellement un klaxon gentil? Oui, parce qu'on parle ici de moins de pollution sonore Ouais, et les véhicules électriques, il y a certains modèles qui offrent un klaxon gentil. Bon, il y a vraiment 2 klaxons. Il y a le klaxon qui fait «pout, pout» parce qu'on veut avertir d'autres personnes dans une autre voiture que d'un qu'on danger. s'en vient, peu importe. Et il y Oui. a un petit bouton aussi qu'on peut peser pour les piétons autour de nous, qui fait un tout petit son gentil et doux pour leur dire: «Hey, je suis en voiture électrique, je fais pas de bruit, je veux pas te surprendre ou te rendre rageux.» Mmh. Parce que quelqu'un qui se fait klaxonner après, qui est en train de marcher dans la rue puis qui se fait klaxonner, aime pas ça. Ils vont mal Oui, ben, réagir. Fait que c'est bien d'avoir une petite scène comme ça. Moi, pour avoir eu des véhicules qui n'avaient pas ce petit klaxon-là gentil, je baisse ma fenêtre et je leur dis excusez, j'aimerais ça passer, s'il vous plaît, ou même reculer. Puis il y a des gens, on veut reculer, puis il y a des gens qui sont en arrière en train de jaser avec leur panier d'épicerie. mmh. Puis on se dit, je ne suis pas pour klaxonner. Fait que là, on recule un peu, puis on se dit, peut-être qu'ils vont entendre, mais peut-être qu'ils n'entendront rien non plus. Fait qu'on baisse notre fenêtre, puis on dit, ah, excusez, je suis là avec mon auto électrique, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas de son, ça ne fait pas vroom vroom, je ne suis pas en train de vous asphyxier non plus. Pouvez-vous me Mmh. laisser passer? Je suis une gentille personne. Fait que oui, ça arrive, ce genre de situation-là. C'est plutôt rigolo. Mais chose à savoir aussi, c'est qu'il y a des règlements qui sont dans plusieurs pays, puis ça va probablement arriver au Canada aussi, où on demande aux manufacturiers qui font le véhicule de 0 à 40, ben de 1 à 40 km/h. Si vous roulez, le véhicule doit émettre un son. Parce Ah, qu'au-dessus OK. de 40 km/h, on entend le bruit des pneus de toute façon, puis on est capable de savoir qu'il y a une voiture qui Mmh. s'en vient. Mais en bas de ça, on va remarquer, même il y a des véhicules, des autobus scolaires 100% électriques, ils ont Mmh. repris le son synthétisé du métro. Dou, dou, dou. Fait quand ils Ah oui, partent, c'est ils moins font ce agressant. bruit-là. Ils font ce bruit-là. C'est un petit clin d'œil au métro de Montréal qu'ils ont décidé de faire parce que c'est un speaker qui est à l'extérieur et qui émet un son également. Et on en reparle. Euh, les Tesla, il y a des mises à jour parce que c'est un ordinateur sur roue. Ils font des mises à jour régulièrement. À chaque 2 semaines, j'ai un nouveau système d'exploitation sur ma voiture, puis avec plein de nouvelles choses. C'est ça, des jeux, je peux regarder Netflix, mettre Spotify, c'est super trippant. Puis là, ce qu'ils veulent mettre en plus, parce qu'il y a des speakers à l'extérieur, ils veulent nous permettre la chance de parler directement à travers les haut-parleurs externes. Justement, Ah, pour ne pas avoir comme besoin de baisser la fenêtre s'il fait froid ou peu importe, on est en plein milieu d'une foule, on peut au moins mmh. passer le message. Excusez, on est en train de passer, puis l'émettre comme ça à travers les haut-parleurs externes. Donc, c'est des choses comme ça qui s'en viennent. C'est toujours super le fun. Surtout quand on est Génial. amateur de gadgets. Oui, c'est ça. Heu, merci vraiment beaucoup de votre présence, ce soir. Je crois que c'est ça qui conclut la présentation de ce soir. Très bien. Mais je vous Donc, remercie beaucoup. Merci à tout le merci monde. encore. Je vous souhaite une très Bonne belle soirée. soirée. Oui, vous aussi, tout le monde, on se voit le mois prochain pour la conférence sur le travail autonome. Donc, à bientôt. Bonne soirée.